Bien, bonjour, merci d'être venus effectivement aussi nombreux, c'est agréable de voir que la science peut intéresser encore beaucoup de gens. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques informations pour cadrer un petit peu la manière dont on va évoquer ce questionnement des simulations cérébrales. Donc, comme l'a dit Roman, je suis chercheur au sein du département de psychologie, enseignant-chercheur. Je travaille en neurosciences et en psychologie, donc c'est-à-dire que je suis ni neurologue, ni encore moins neurochirurgien, mais on travaille avec des équipes incluant ce type de profil pour répondre à un certain nombre de questions. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui a tout un pan clinique. Néanmoins, l'objectif va être clairement d'essayer de comprendre un petit peu, grâce à ces méthodes, la manière dont nous fonctionnons, la manière dont notre cerveau fonctionne et comment ce fonctionnement peut être éventuellement modulé dans des cas pathologiques, voire, on va aller un peu plus loin aujourd'hui justement, jusqu'à des niveaux où il n'y a pas de pathologie avérée dans les utilisations des outils qu'on va présenter aujourd'hui. Donc je vais articuler ma présentation en deux parties. Une partie avec un bref historique qui va avoir pour objectif de poser la question de la légitimité de l'étude du cerveau pour comprendre notre fonctionnement mental et de la manière dont on doit l'aborder. Et on verra, on va d'abord développer toute une série de questionnements qui ont été centraux dans l'ensemble des études en neurosciences jusqu'à les travaux les plus récents qui développent maintenant des questionnements plus non pas sur la mesure de cette activité cérébrale, mais bien sur sa modulation. Alors, il y a d'abord un questionnement aussi ancien que la philosophie elle-même, qui est encore d'actualité, qui pose la manière dont on va envisager une activité physique ancrée dans le corps et une activité qu'on va appeler cognitive en psychologie, c'est-à-dire associée à la cognition, au mécanisme permettant d'accéder à la connaissance, à la psyché, à ce que vous voulez. Donc ce questionnement-là, je ne vais pas vous donner une réponse sur celui-ci, bien sûr, il dépend tout à fait de la position que vous pouvez avoir, vous, philosophiquement, même un aspect mystique ou religieux. Simplement, pour bien comprendre la manière dont on va envisager les choses, il y a un élément qui est clair, c'est que les neurosciences ont une vision assez dure de ce questionnement-là, en considérant une approche très matérialiste. C'est-à-dire qu'on va considérer que le corps, en particulier l'encéphale, ce que j'appellerai abusivement le cerveau dans la suite de ma présentation, va produire la pensée. Donc on va regarder un tout petit peu ça, puisqu'on va voir que notamment un élément important dans ce positionnement-là va conditionner complètement tout le reste de mon questionnement, à savoir la manière dont on peut stimuler cette activité cérébrale. Donc, en quelques mots, très rapidement, je ne vais pas faire ici une histoire des sciences, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que très rapidement, de manière quasiment intuitive, j'ai envie de dire, on va constater que, à l'époque préhistorique déjà, une intuition va naître sur le fait que nos activités mentales pourraient être associées à une région du corps particulière qui se trouve dans la boîte crânienne. Alors pourquoi on peut se permettre de dire ça, puisque vous savez qu'il n'y a pas d'écrit réel à la sortie de cette époque de l'histoire? Eh bien parce qu'on va constater l'existence de trépanations sur plus d'une centaine de crânes à des endroits un peu éparpillés dans le monde. Et ces trépanations vont montrer des traces de cicatrisation. Donc l'objectif n'était visiblement pas de tuer la personne, mais bien d'agir sur une personne qui va vivre encore quelques temps, quelques semaines, parfois quelques mois, après cette opération-là. Donc il y a une question qui a émergé à la suite de ça. Pourquoi ces trépanations avaient lieu, avec des outils assez sophistiqués, qu'on a pu retrouver également. Et une des hypothèses, c'est de supposer qu'on avait sans doute affaire peut-être à des aspects religieux, une manière de permettre à l'âme de s'envoler, par exemple, ou thérapeutique. On pense naturellement à tous les crises de grand mal qu'on observe dans l'épilepsie, ou de céphalées intenses qui auraient peut-être pu s'accompagner de ce type de modification. Mais de manière encore plus convaincante, on va retrouver notamment des écrits dans l'Égypte antique, notamment des médecins associés aux différentes dynasties de pharaons. Et un de ces écrits va être assez parlant pour nous, puisque dans cet écrit, que vous savez tous bien lire l'égyptien ancien, donc c'est ici, on va retrouver des éléments qui vont indiquer qu'une personne, un guerrier, suite à un
une bagarre, un combat, va se retrouver avec un choc sur le crâne. Et à la suite de ce choc, il va perdre certaines capacités. Cette personne va perdre une partie de droit de sa capacité à se déplacer, puis certaines capacités langagières, etc., etc. Donc pour la première fois va apparaître ce petit symbole-là, qu'on a traduit comme étant le mot cerveau depuis, et qu'on voit pour la première fois apparaître plusieurs centaines d'années avant notre ère. Donc pour la première fois, eh bien, le cerveau est associé à une fonction mentale. Alors néanmoins, ce n'est pas ça qui va jouer un rôle très important, puisque vous le savez sans doute, chez les Égyptiens, même si ce cerveau pouvait être associé à des comportements ou à des troubles des comportements, on retrouvait dans les cérémonies d'embaumement des petites vases qu'on appelait les vases canopes, qui renfermaient les organes nobles, les organes importants pour le passage dans l'autre monde, et le cerveau n'y était pas. Généralement, on le récupérait avec une tige chauffée, et on jetait ça aux ordures, et on gardait les organes comme le cœur, etc., etc. Donc même si on l'associe à des activités mentales, ce n'était pas là que siégeait vraiment l'intelligence pour ces Égyptiens. Alors, va naître une théorie, notamment durant l'époque romaine, qui va mettre le cœur au centre de ces activités comme siège de l'âme, et le cerveau va être mis un petit peu à côté. Il va falloir attendre le XIVe siècle et des études en autopsie assez poussées pour que naisse une idée assez claire d'un lien évident, notamment entre ce qu'on va appeler l'intelligence à l'époque et toute une partie extérieure du cerveau qui est le cortex. Donc voilà, mon premier objet, il est ciblé. On est bien sur l'idée que l'ensemble de nos activités cognitives, de nos activités mentales, se situe là. Mais ce qui va être beaucoup plus fondamental pour la suite de ma présentation, c'est une idée beaucoup plus risquée quelque part, et qui est encore sujet à débat dans certains milieux, à savoir l'idée que cette localisation cérébrale va beaucoup plus loin que ça, puisque finalement, on sait que c'est l'encéphale, on peut avoir deux hypothèses. Une qui va dire « notre cerveau est utilisé pour aimer, penser à une personnalité, pour compter », avec une implication globalement massive de cette région. Et puis d'autres personnes, et c'est cette théorie-là qui est actuellement dominante et qui justifie l'ensemble des travaux qui sont menés actuellement dans des approches d'enregistrement ou de stimulation, qui va proposer l'idée d'une localisation cérébrale, c'est-à-dire le fait que chaque région, plutôt, je vais prendre dans le sens inverse, chaque activité mentale va être associée à une région précise de notre encéphale, de notre cerveau. Alors ça a été vulgarisé par le professeur Gall, un jeune médecin, qui va proposer quelque chose que vous connaissez sans doute, qu'on va appeler la phrénologie, après sa mort d'ailleurs, lui il ne l'appelait pas comme ça. Et cette phrénologie, qu'est-ce que c'était? C'est simplement le fait de regarder les bosses sur le crâne, et en fonction de telle ou telle bosse, on peut supposer qu'il y avait un développement important de la matière cérébrale qui se trouvait en dessous, et on avait donc des personnes qui étaient douées pour les mathématiques, la bosse des maths, ou qui étaient au contraire plutôt douées pour les arts, ou qui avaient une tendance à torturer les petits animaux, et on allait chercher l'ensemble de ces fonctions, parfois assez farfelues, associées à chacune des bosses. Donc on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de réalité scientifique par rapport à cet élément-là, puisque le cerveau est un organe mou, et qu'il ne peut en aucun cas, en pressant sur le crâne, qui est l'os, qui est un des éléments dans la nature le plus robuste, modifier ce crâne, mais néanmoins, ça va ancrer l'idée d'un lien entre une localisation spécifique dans le cerveau et une activité mentale. Alors cette localisation, on va la confirmer un peu plus tard avec un cas très célèbre qui s'appelle le patient Le Borgne, que tous les gens qui font un peu de psychologie, de neuropsychologie connaissent, on apprend ça dans les premières années du cursus. Et ce patient Le Borgne, c'est une personne qui va être examinée par un jeune médecin français qui s'appelle Pierre-Paul Broca, et qui va constater que ce patient, qu'il suivit depuis un certain temps, suite à un accident particulier, une atteinte cérébrale particulière, va se retrouver dans l'incapacité totale de parler. Il va perdre une fonction spécifique qui est la capacité de produire du langage parlé. Toutes ces autres fonctions cognitives sont intactes, il comprend ce qu'on lui dit, il est capable de répondre à une question qui correspond à un geste, il va mémoriser correctement toute une série d'éléments. En revanche, il est incapable de s'exprimer. Donc le seul mot qu'il va être capable de dire, c'est le mot « temps », ce qui va l'amener pendant un certain nombre d'années où l'anonymat était protégé, d'appeler ce patient le patient temps, qu'on va suivre pendant un certain temps. Et de cette étude-là va naître
va exploser toute une série d'éléments qui peut être considérés comme la naissance scientifique de ce qu'on va appeler la neuropsychologie, c'est-à-dire de l'étude des liens entre les activités cérébrales et les activités mentales, et qui va s'accompagner de toute une série d'études qui vont apporter à la fois sur les traitements mnésiques, les traitements langagiers, la mémoire, les émotions, etc. etc. Donc va naître ici une ère importante, qui est encore actuellement largement dominante dans toute une série de recherches, qui va être l'étude du cerveau, ce qu'on va appeler the decade of the brain dans les années 2000. Bien. Alors, un autre exemple que je passe derrière. Donc, la conséquence de ça va se faire à deux niveaux. La première conséquence de ça, naturelle, va de dire, puisque nous avons des activités mentales qu'on peut circonscrire, associer à des activités cérébrales, eh bien, je peux comprendre peut-être un peu mieux l'individu dans son fonctionnement normal et dans son fonctionnement pathologique en identifiant des régions spécifiques qui vont produire une activité anormale ou qui vont même présenter une anormalité structurale, c'est-à-dire au niveau de la matière, des neurones qui le construisent. Donc pour étudier ça, il y a toute une série d'études qui ont été faites. Les plus connues désormais sont les études en imagerie cérébrale, en IRM, qui vont effectivement montrer des choses très très jolies, en étant capable de montrer à la fois très précisément des régions de ce cerveau. Et l'apport de ça, on en reviendra tout à l'heure, c'est que si on est capable de comprendre, de voir ces images, de voir quelle est une image entre guillemets normale, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, eh bien on va pouvoir être capable d'identifier un cerveau anormal, de comparer des différences. Donc par exemple ici, vous avez une IRM anatomique avec souligné de manière artificielle en blanc deux structures, l'hippocampe et l'amygdale, chez une personne qui fait un vieillissement normal. Et puis on va comparer ça chez une personne qui souffre de la maladie Alzheimer, par exemple, et on voit qu'il y a une disparition. Les régions qui sont en noir sont des régions où il n'y a plus rien, et qu'il y a une disparition massive de régions qui sont en dessous du cortex, comme par exemple l'hippocampe, et qui sont donc, on s'est dit à l'époque, vraisemblablement en lien avec les troubles qu'on constate chez ces patients. Donc on va commencer à faire un lien entre des atrophies, des destructions anatomiques, et puis des conséquences fonctionnelles, cognitives, des capacités mentales. Et puis l'autre grand apport de ce genre d'études, c'est l'idée qu'on peut aussi voir le cerveau en train de fonctionner. C'est-à-dire plutôt que de voir des lésions, je vais demander à une personne X ou Y de faire une tâche, par exemple de calcul mental, et puis je vais être capable d'identifier des régions qui sont impliquées spécifiquement dans ce calcul mental, et donc j'ai une imagerie fonctionnelle. De là, il ne va n'y avoir qu'un pas vers un questionnement suivant, c'est-à-dire, puisque mon activité mentale est associée à une activité cérébrale qui est localisée, puisque cette activité localisée va augmenter lorsque j'augmente, quand j'accentue l'effort cognitif que je suis en train de faire, eh bien, a priori, je devrais être capable, si je suis capable artificiellement de modifier cette activité cérébrale, eh bien, d'avoir une conséquence, des répercussions sur mes activités mentales. La logique, c'est de dire, plutôt que de l'observer, ben, je peux peut-être le modifier. Donc, ce questionnement chez l'homme, il est assez récent, mais il est beaucoup plus ancien que ça, puisqu'on l'observait déjà chez l'animal. Alors, notamment, un des intérêts aussi, c'est qu'actuellement, toutes les études que je vous ai montrées semblent être assez jolies, mais ça reste quand même ce qu'on appelle des études corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr tout à fait de la relation de causalité entre l'activité cérébrale et l'activité mentale. J'observe une région qui s'allume, je demande à la personne de faire une tâche de lecture. Est-ce que c'est vraiment la lecture qui est associée à ça? On sait que les deux vont apparaître en même temps, mais la relation de causalité n'est pas prouvée dans ce genre d'études. Or, si je travaille sur la stimulation, là, on va être sur des relations de causalité. Donc même pour le chercheur, ça va intéresser beaucoup, puisque si je suis capable de dire je stimule à tel endroit et la personne voit des petits papillons verts, eh bien c'est que cette région-là est impliquée dans l'activation des petits papillons verts. Donc, ce type d'étude a été mis en place, ce qu'on appelait tous les protocoles de stimulation cérébrale. Donc, dans un premier temps, ces stimulations cérébrales ont porté chez l'animal. Donc, c'est des études très anciennes. Déjà, au 19e siècle et dans le début du 20e siècle, on va utiliser l'animal pour essayer de mieux comprendre le cerveau humain avec deux types de stratégies, quelque part, des stratégies lésionnelles, volontaires, puisque chez l'homme, le problème, quand on s'intéresse à un lien entre lésion et processus, eh bien, on ne contrôle pas la lésion chez l'homme. Souvent, elle peut être plus étendue que ce qu'on le désire. Donc, on va appliquer ce genre d'études chez l'animal, souvent chez le rat, chez le chat, un petit peu moins chez le chien. Et puis, des stimulations aussi. Donc, par exemple, on va prendre un animal, stimuler telle région et voir quelle est la conséquence sur son niveau d'éveil, son niveau de sommeil, des choses comme ça.
Donc ces travaux sont intéressants, ils ont vraiment apporté une contribution importante à un certain nombre de connaissances. Néanmoins, elles restent entachées de toute une série de questionnements éthiques, notamment sur l'utilisation de ce genre de technique chez l'animal. Donc, parallèlement à ces études chez l'animal, sont donc apparues les études chez l'homme. C'est ce qu'on va appeler donc la stimulation cérébrale. Donc cette stimulation cérébrale, finalement, on peut l'envisager de plein de manières différentes. Si je vous demande de faire des mots croisés, vous faites finalement une sorte de stimulation cérébrale. Vous activez, par votre activité cognitive, une activation dans le cerveau. Moi, mon objectif, c'est d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de voir comment, en stimulant directement le cerveau, je modifie des activités mentales. Donc, une autre manière d'appréhender ça, qui n'est pas du tout mon domaine et sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui est bien sûr tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on appelle la psychopharmaceutique, qui consiste donc à donner des molécules qui vont modifier artificiellement telle ou telle activité neuronale ou telle activité d'une substance dans le cerveau, avec les conséquences importantes qu'il peut y avoir derrière. Ce qui se passe par exemple pour la dépression. On sait que dans la dépression, il y a toute une série de molécules qu'on appelle la sérotonine, qui se retrouvent de manière largement insuffisante dans certaines régions du cerveau. Eh bien, comment on améliore l'état d'un dépressif? On va, grâce à une molécule, artificiellement augmenter le taux de sérotonine dans ces régions, et on voit généralement une amélioration de l'état d'humeur. Donc on peut artificiellement modifier ça. Donc ces modifications en termes de stimulation, mais il y en a des naturelles, entre guillemets, comme la caféine, et puis aussi toute une série de neuroleptiques qui ont été créés depuis les années 30-40. Moi, ce qui va m'intéresser dans la suite de ma présentation sont ces deux autres éléments-là, à savoir ce qu'on va appeler les stimulations cérébrales profondes. Donc ces stimulations cérébrales profondes sont des stimulations qui sont invasives, c'est-à-dire qu'on va pénétrer à l'intérieur du cerveau, donc il y a des dégâts associés à ça nécessairement. Et puis toute une série d'autres thérapies qui se développent ces dernières années, ou d'utilisation, pas forcément de la thérapie, qui sont ce qu'on appelle les stimulations non invasives, dont je vous présenterai en particulier une qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Donc on va se focaliser un petit peu sur ces deux types d'éléments, l'invasif, je pénètre dans le cerveau, et le non invasif, en voyant les apports et les limites de ces techniques. Alors, en ce qui concerne la stimulation cérébrale profonde, à quoi ça consiste ? Eh bien, on sait, vous savez sans doute, que notre activité mentale, en tout cas l'activité cérébrale qui accompagne l'activité mentale, peut se résumer en un élément qui est une variation électrique, un déplacement électrique sur les neurones. Tout, que ce soit le sentiment de toucher, l'amour que vous pouvez avoir pour quelqu'un, quels que soient ces éléments, si on le résume de manière matérialiste, c'est une variation d'activité électrique. Et bien donc l'idée, ça va être de modifier cette activité électrique, d'en imposer une particulière. Donc on va stimuler des régions plus ou moins profondes du cerveau avec une activité électrique, en espérant que cette activité-là va modifier bien tout le support, ce substrat biologique-là, va modifier toutes les activités associées. Donc actuellement, c'est une démarche qui a une tendance assez importante à se développer, parce qu'on la maîtrise de mieux en mieux et qu'il y a une demande de plus en plus forte. Bien sûr, on verra le cas le plus saillant encore actuellement, qui est la maladie de Parkinson. Mais également, c'est une thérapie émergente pour d'autres éléments. Et je vais juste insister sur une petite distinction sur laquelle je vais revenir après, parce que c'est une distinction qui n'est pas anodine, qui est un gap, un pas important dans ce qu'on ose envisager en termes d'approche en neurosciences ou en neurologie. C'est que vous avez ici la maladie de Parkinson, donc sur laquelle on va parler un petit peu ensuite, qui est une pathologie qu'on appelle neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a une destruction cérébrale irrémédiable chez ces patients. Et là, on va intervenir avec certaines stimulations. Et puis, on intervient maintenant sur des éléments comme par exemple ce qu'on appelle les troubles obsessionnels, qui sont ces patients qui souffrent de l'obligation, par exemple, de vérifier un certain nombre de fois que la porte est fermée ou que leurs mains sont propres, etc., qui est vraiment handicapant. Mais ce qu'on appelle un trouble fonctionnel, c'est-à-dire qu'à ce jour, on est de plus en plus capable de montrer que le cerveau fonctionne éventuellement différemment d'une personne standard, mais on n'est pas capable de mettre en évidence des lésions, des modifications neuroanatomiques chez ces personnes. Donc, quand je dis qu'on part sur un pas philosophique supplémentaire, c'est qu'on se dit qu'on va intervenir dans le cerveau de personnes qui n'ont, à notre connaissance, pas de modification anatomique irréversible. Donc, il y a un vrai questionnement philosophique qui se pose derrière ça, sur lequel on reviendra. Donc, le principe de la stimulation, il est assez... Je vais vous le résumer, il est très complexe en réalité, mais
On va donc choisir un lieu de stimulation et vous verrez que ce choix de lieu de stimulation, sur tous les exemples que je vous donnais, la raison pour laquelle on stimule à cet endroit-là est totalement due au hasard, entre guillemets. Vous verrez le hasard de la science en tout cas. C'est assez étonnant de voir un petit peu ça. Donc on va stimuler des régions qui ne doivent pas vous dire grand-chose, je pense, mais qui sont souvent des régions qu'on appelle sous-corticales, donc très profondes, puisqu'elles sont en dessous de toute cette surface de matière grise que nous avons à la périphérie, pour rentrer en profondeur du cerveau. Ganglion de la base, le thalamus, ce sont des régions de ce type-là. Et généralement, on va stimuler chaque côté, puisqu'on a deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, avec une électrode. Donc, si on revient à la manière dont se fait, je passe très rapidement, je ne vais pas faire une présentation technique, mais l'idée, ça se passe en plusieurs étapes qui sont relativement lourdes pour le patient, puisque une partie de ces étapes se font généralement alors que la personne est consciente, puisque l'enjeu très important pour le neurochirurgien va être de ne pas léser ou ne pas perturber des activités qui sont fondamentales pour le fonctionnement au quotidien de cette personne, donc ne pas avoir d'atteinte de la personnalité, diminuer les atteintes du langage, etc., etc. Donc on implante une première série d'électrodes, plusieurs électrodes généralement, jusqu'à la structure qui a été ciblée. Et puis on va essayer de voir quelles sont les électrodes qui présentent la meilleure efficacité, par exemple par rapport à une pathologie de type Parkinson, donc la personne souffre de tremblements. L'objectif de la stimulation cérébrale profonde n'est pas de nouveau de guérir, on ne guérit rien du tout, simplement on va essayer d'annuler un des symptômes associés à cette pathologie invalidante, qui va être les tremblements et les difficultés de mouvement. Et donc on stimule et on essaie de voir s'il y a une amélioration. Donc on va poser ces électrodes de manière transitoire, et puis au bout de quelques temps, on en sélectionne une qui va être gardée, et puis on le raccorde à un stimulateur, avec deux types de stimulation, soit des stimulations continues, qui vont durer le temps que la pile survit, et puis des stimulations qui peuvent être aussi sélectionnées par le patient en fonction du type de pathologie, qui vont être par exemple avec entre guillemets, un interrupteur oculaire ou à d'autres endroits du corps. Donc on part là-dessus, et puis on va avoir des stimulations dont je viens de vous parler, avec des paramètres sur lesquels je ne reviens pas, mais qui vont être les éléments assez compliqués justement, et qui expliquent une grande partie de l'efficacité ou pas d'une implantation chez un patient parkinsonien. C'est qu'il va falloir vraiment régler pas à pas, avec l'aide généralement du patient, ces stimulations en termes d'intensité, en termes de fréquence, pour avoir l'efficacité la plus grande, sans avoir d'autres perturbations consécutives à ça et des difficultés annexes. Donc ça, c'est un gros travail important du neurochirurgien et du neurologue derrière. Alors, à quel type de pathologie on s'intéresse dans ces cas-là? Je vous l'ai dit, la première, la plus grande, il y a plusieurs centaines de milliers de cas maintenant de patients parkinsoniens qui ont été traités, c'est la maladie de Parkinson. Alors là, on peut faire un gros cocorico, puisque la première personne à avoir fait ce type d'implantation, c'est un professeur de l'université de Grenoble, professeur Benhabib, qui va traiter de nouveau, pourquoi je parlais des hasards de la science, puisque à l'époque, il y avait un certain nombre de tentatives de traitement qui utilisaient ce qu'on appelle la thalamotomie, qui consiste à léser une partie des connexions qui vont au thalamus pour essayer d'améliorer chez ces patients leur état. Et le hasard a fait qu'on a constaté que lors de ces lésions, bien, les petites simulations électriques qui étaient produites à un moment X ou Y avaient pour conséquence de réduire les tremblements. Donc, bien, on s'est dit on va essayer de faire ça. Plutôt que léser, d'enlever des fibres neuronales, on va stimuler une région. Donc cette région, c'est une petite région sous le thalamus qu'on appelle le STN, le noyau sous-thalamique. Et en français, noyau sous-thalamique, NST, pardon. Donc ce noyau sous-thalamique, la première stimulation va avoir lieu en 87 par l'équipe de Benhabib, qui va développer vraiment une expertise très importante mondiale à ce niveau-là. Et on en est à ce jour, en 2013, à plus de 70 000 patients implantés, avec des conséquences de ces implantations relativement rares. Elles sont de deux types généralement. On peut avoir des micro-hémorragies suite à l'implantation ou des cas d'infection. Donc généralement là, on est parfois obligé d'enlever les électrodes, mais on est à moins de 4% sur l'ensemble des cas qui ont été implantés jusqu'à maintenant. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc pour vous donner une idée un petit peu, le noyau sous-thalamique, il est vraiment le thalamus, il est ici. Donc c'est vraiment en profondeur du cerveau. Donc c'est une implantation qui n'est pas anodine. On traverse quand même beaucoup de matière pour aboutir à ce type d'implantation.
Deuxième type d'implantation utilisé, moins connu mais qui a fait beaucoup de bruit il y a 2 ans et qui continue encore à en faire, en tout cas dans les milieux concernés, c'est l'utilisation de ce type d'implantation pour d'autres pathologies neurodégénératives, donc de destruction cérébrale, et notamment la maladie d'Alzheimer. Alors la maladie d'Alzheimer, je vous rappelle, c'est une atteinte qui va toucher l'ensemble du cerveau, mais dans une première étape, les premiers symptômes sont surtout associés à une destruction de l'hippocampe, d'une petite structure sous-corticale associée à la mémoire. Et un chercheur de l'Université de Toronto, le professeur Lozano, qui s'intéressait à l'époque à des techniques de stimulation, mais auprès de patients souffrant d'obésité morbide, va constater qu'en stimulant certaines régions proches d'une autre partie du cerveau, eh bien, ces personnes avaient des sortes de flashbulb memory, de rappels étonnants d'événements de mémoire assez anciens. Donc de nouveau, hasard de la science complètement. On dit, bah tiens, en stimulant cette région-là, il semblerait qu'on stimule des capacités mnésiques. Eh bien, pourquoi pas l'appliquer chez des personnes qui souffrent de difficultés de mémoire. Donc il va commencer à implanter une série de patients avec des électrodes pour stimuler cette même région, connectée notamment en partie avec l'hippocampe. Donc il va notamment s'intéresser en 2010 à l'implantation de 6 patients Alzheimer. Alors pourquoi cette étude, elle étonne même beaucoup les chercheurs, hein, elle ne fait pas que les rendre joyeux, elle se demande aussi comment ça peut être possible. Chez ces 6 patients, 4 patients vont présenter soit une stabilisation, il n'y a plus de détérioration 1 an après de leur capacité mnésique, soit pour 2 d'entre eux, une amélioration de leur performance. Donc ces personnes retrouvent de la mémoire. Comment on peut expliquer ça? Donc dans une étude plus récente, où il va reprendre les conséquences anatomiques et fonctionnelles de ces stimulations chez les patients, ce professeur va montrer qu'on a une connectivité fonctionnelle, c'est-à-dire des liens entre l'hippocampe et d'autres régions du cerveau, qui sont ici les régions qui sont un peu en bleu, vous voyez réparties quand même d'une manière assez large. Eh bien, ces connectivités augmentent, c'est-à-dire qu'il y a plus d'informations qui sont véhiculées depuis qu'il y a eu cette stimulation entre des régions plutôt frontales et latérales du cerveau et l'hippocampe. Mais surtout, ce qui va être encore plus étonnant, c'est qu'il va être capable de montrer chez certains de ces patients quelque chose qui était complètement abandonné, en tout cas, et qu'on sait être très difficile de manière même naturelle chez l'homme. Il va montrer l'existence de modifications anatomiques de cet hippocampe, c'est-à-dire qu'entre la période T et 1 an plus tard, le nombre de neurones dans l'hippocampe a augmenté. Donc par cette stimulation d'une région, on a été capable, à une région à distance, visiblement, d'augmenter ce qu'on appelle la neurogénèse, c'est-à-dire la création de neurones dans cette région. Donc il y a un vrai enjeu actuellement, et ce professeur est à la recherche du maximum de patients étant prêts à se faire implanter pour essayer de montrer qu'il y a une validité de cette technique-là et qu'il y a un aspect fonctionnel qui, de nouveau, vous voyez, est né grâce à un hasard de la science. Donc ici, on est sur quelque chose qui, je pense, ne vous pose aucune question éthique ou morale. Il y a un vrai gain derrière, hein. Il y a toujours un danger, c'est l'opération. Mais entre un patient parkinsonien non implanté, résistant ou pour lesquels les médicaments ne sont pas efficaces ou plus efficaces, et un parkinsonien qui va avoir cette implantation, il y a un gain évident, clair. Et on sait notamment maintenant que plus on va implanter tôt ces patients, plus l'efficacité sera grande sur ce type de patient. Donc pour lequel on sait que pour l'instant c'est une destruction neuronale irréversible pour lequel on n'a aucun autre mode d'action. Donc il n'y a aucune question à se poser là-dessus. Néanmoins, un troisième hasard de la science va apparaître, c'est que toujours dans l'équipe de Ben Habib à Grenoble, on va en 2002 implanter un patient parkinsonien, comme on l'a déjà fait un certain nombre de fois. Mais ce patient va également souffrir d'une pathologie psychologique, hein, ce qu'on va appeler une psychopathologie, qui va être le TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif, donc une personne qui va avoir un certain nombre de manies, un certain nombre de tendances de répétition, de nettoyage, etc. etc. On l'implante, la stimulation ne marche pas très bien pour la réduction des tremblements. En revanche, quand on stimule, cette personne n'a plus de comportement de TOC obsessionnel. Donc on va se dire, bah tiens, cette région, ce noyau sous-thalamique, qui en fait en trois couleurs, c'est parce qu'il y a 3 régions, il y a une région qui est motrice, mais il y a aussi une région qui est affective derrière, et puis une région qui est associative, qui mélange un peu les deux. Et bien cette région-là, si on stimule un peu plus bas, il semblerait qu'on affecte des aspects fonctionnels dans cette pathologie. Et donc va naître tout un courant de recherche
qui va s'intéresser cette fois-ci à une implantation définitive sur une pathologie qui n'est pas une pathologie anatomique, qui n'est pas une destruction du cerveau, mais un dysfonctionnement qui accompagne un trouble, en tout cas une difficulté psychologique. Donc on va implanter ici sur cette région. Et donc va naître toute une série d'études, hein, toujours dont les initiateurs vont être principalement l'équipe grenobloise jusqu'à encore maintenant, il y a encore une des études. Donc on va s'intéresser bien sûr à des critères un peu éthiques très forts. Hein. On va prendre des patients qui sont des patients réfractaires à tout traitement pharmacologique, donc les médicaments ne marchent pas ou ne marchent plus. Aucune psychothérapie n'est efficace chez eux, donc on va passer, ils vont pouvoir candidater à une implantation de cette structure. Donc la première implantation s'est faite il y a une petite dizaine d'années auprès de 16 patients. Et on a eu vraiment des choses, le e-box c'est simplement un indicateur de la gravité de ces troubles. Et on constate qu'il y a une amélioration qui est systématique, même dans une étude très propre, en double aveugle. Hein. Ici, c'est simplement l'idée une partie de ces patients vont être faussement stimulés, d'autres vont l'être réellement, etc., pour voir si c'est un effet placebo, si on a un vrai bénéfice de la stimulation. Et on a un constat évident d'une amélioration chez ces patients dans plus de 70% des cas. Donc des patients qui n'ont plus aucune efficacité pharmacologique, plus aucune efficacité des thérapies psychopathologiques, et bien la thérapie en termes de stimulation fonctionne. Et puis on se constate de plus en plus qu'elle fonctionne encore mieux maintenant. Ici c'est une étude des 4 patients qui étaient un peu difficiles, qui ont été implantés derrière. On voit vraiment une amélioration. Plus les scores sont bas, plus la personne a un état qui s'améliore. Vous voyez que sur 3 des 4 patients testés ici, il y a une vraie amélioration. Et plus les neurochirurgiens commencent à avoir une maîtrise de cet outil, plus on arrive à une efficacité qui est grande. Donc il semblerait que le fait que ça fonctionne, c'est 70 ou 50%, ne correspond pas au fait qu'ils sont réfractaires à la stimulation, mais simplement parce que la maîtrise de cette méthode n'est pas encore suffisante et qu'à terme, si la maîtrise est totale, on devrait avoir un taux qui est quasiment de 100%. Voilà, donc je clôt un petit peu avec ce point-là, sur ce premier point de stimulation qui a quand même toute une série de questionnements, puisqu'on est ici sur l'intervention qui est irrémédiable, qui va correspondre qui est invasive, puisqu'on va pénétrer à l'intérieur du cerveau, pour aboutir à un autre type de stimulation qui a de nouveau un développement très très important ces dernières années, qu'on appelle notamment la stimulation magnétique transcrânienne, donc la SMT. Alors la SMT, on la retrouve déjà à l'époque romaine avec ce petit bonhomme là qui s'appelle Scribonius, qui va proposer que pour les gens qui ont des maux de tête importants, eh bien, en prenant un poisson torpille qui dégage de l'électricité et en le mettant sur la tête, la personne pourrait aller mieux. Elle va devenir en état de torpeur, ça vient de là. Donc on va avoir cette idée-là, puis vous savez sans doute, je n'en parle pas ici parce qu'il y a il y a eu toute une polémique aussi derrière, c'est qu'on a aussi appliqué ce qu'on va appeler des électrochocs, qui sont finalement les grands-parents de la technique de la stimulation magnétique transcrânienne, qui consistait à stimuler fortement, avec les cas négatifs qu'on sait associés à ça, l'activité cérébrale. Donc la TMS, la méthode est relativement simple. On va induire un champ magnétique très fort dans une bobine, en injectant un courant alternatif, et puis ce champ-là va se propager à une deuxième bobine. La deuxième bobine, c'est notre cerveau. Donc en localisant, en positionnant cette bobine électrique sur le crâne, donc simplement on le pose à un endroit un peu précis, avec une orientation un peu particulière. Et puis on sait que la région qui se trouve directement en dessous va répondre à cette stimulation. Et les essais-erreurs, de nouveau on est sur quelque chose qui est assez empirique comme découverte. On sait maintenant que si on a une fréquence assez particulière de stimulation, eh bien la conséquence, c'est que la région qui se trouve en dessous va augmenter son activité neuronale, et qu'en revanche, si on bascule sur des fréquences un peu plus lentes, eh bien on a la conséquence inverse, c'est-à-dire qu'on est capable d'inhiber l'activité neuronale de cette région, donc d'éteindre une partie du cerveau, ou au contraire de l'allumer plus fortement. Donc ça existe, il y a des méthodes qui sont très similaires, qui sont à mon avis très prometteuses, mais il y a encore peu d'études dessus, donc je ne vais pas vous en parler plus ici, qui sont le même principe, sauf qu'au lieu de faire un champ magnétique, on fait traverser un faible courant électrique entre 2 électrodes. Ces méthodes sont sans doute encore meilleures, mais voilà, la maîtrise encore de ce qui se passe derrière comme processus est encore plus mal connue que ce qu'il y a au-dessus, puisque vous verrez que nous avons une connaissance assez relative de ce qui se passe dans ces processus-là. Donc, le cas, de nouveau, le plus souvent utilisé, je vais y arriver, voilà,
restent dans la dépression. Et de nouveau, dans des cas très particuliers, on va prendre des dépressions qui sont à la fois résistantes au traitement médicamenteux, résistantes à tout type de psychothérapie. Et quand on fait ça, on va essayer de stimuler ces patients. Alors pourquoi on veut les stimuler? Alors je vous donne un élément comme si c'était causal de la technique. En réalité, la technique est apparue et après on a cherché à comprendre pourquoi. Et je vais vous présenter ça comme si c'était propre et joli à envisager. Eh bien, on sait maintenant que quand on regarde l'activité, donc là c'est l'hémisphère droit de notre cerveau que vous regarderiez de l'intérieur. C'est vrai que j'ai enlevé l'autre hémisphère et on regarde la face interne. Et on sait qu'il y a des régions qui, au repos, c'est ici, là c'est un sujet dépressif, là un sujet sain, eh bien il y a des régions qui sont à l'avant, qu'on appelle les régions frontales, donc, qui vont présenter une hypoactivité chez les patients dépressifs. Donc la dépression s'accompagne d'une réduction de l'activité cérébrale de certaines régions à l'avant de ce cerveau. Eh bien, puisque cette région présente une hypoactivité, qu'est-ce qu'on peut faire? Deux stratégies. On va soit sur cette région poser un stimulateur SMT et augmenter l'activité de cette région de manière artificielle. Donc on fait ça quasiment tous les jours pendant 3-4 semaines chez ces patients. Ou si on considère qu'il faut rétablir l'équilibre entre les deux hémisphères, on peut aussi atténuer l'activité de l'autre hémisphère pour que les deux aient une activité identique. Donc on a deux stratégies, les deux fonctionnent. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a, dans environ 30 à 70% des cas en fonction des études, une amélioration de l'état d'humeur durable. Quand on dit durable, c'est qu'une fois la thérapie arrêtée, de stimulation pendant les 3-4 semaines, on a des personnes qui vont être dans un état d'humeur normal durant des durées qui peuvent aller jusqu'à 1 an. Après, on est obligé de réactiver souvent cette méthode, mais la durée peut être largement plusieurs mois derrière. Donc on a une efficacité qui est assez étonnante parce que de nouveau, on est chez des patients qui n'ont pour l'instant plus aucune efficacité à tout autre type de traitement. Donc la stimulation, la réactivation artificielle de l'activité cérébrale permet un petit peu de résoudre ce type d'éléments. Donc on se pose de plus en plus de questions sur l'application à d'autres pathologies dépassant la dépression. Pourquoi? Parce que théoriquement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on est sur un phénomène qui est cette fois-ci réversible. J'arrête la stimulation, eh bien l'effet va disparaître, vous voyez, au bout d'un an si j'ai fait des stimulations très intenses, mais si je fais une stimulation de 1 ou 2 fois, a priori, dans les heures qui suivent, eh bien, ces stimulations n'ont plus d'efficacité réelle. Donc, on a quelque chose qui peut simuler une activation ou simuler, entre guillemets, une lésion sans qu'il n'y ait de vraies conséquences irréversibles chez le patient. Donc, on a une méthode qui est plutôt prometteuse pour toucher des régions plutôt à la surface, en revanche, de notre cerveau. Alors, cette méthode, elle intéresse beaucoup le chercheur en psychologie. Pourquoi? Parce que je vous ai dit jusqu'à maintenant que les méthodes d'IRM sont des méthodes qui restent corrélationnelles. Je regarde une activité cérébrale dans le cerveau, j'ai demandé une activité mentale, je suppose que les deux sont associés. Ici, on est vraiment sur une hypothèse de causalité, c'est-à-dire que je vais par exemple vous demander de mémoriser quelque chose, j'éteins entre guillemets la région avant-gauche de votre cerveau, vous n'êtes plus capable de mémoriser. Eh bien, c'est que cette région avant-gauche est impliquée directement dans la mémorisation. Je peux faire un lien direct puisque je peux éteindre ou allumer des régions de notre cerveau. Donc ici, une étude que je trouve assez jolie, même si on a peu de travaux de ce type-là, qui est une étude qui a consisté donc à justement éteindre une région frontale chez des personnes saines, des sujets jeunes, patients volontaires, alors qu'on va demander à ces personnes de faire une tâche de mémorisation. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va simuler ce qui se passe chez certains patients. On a des patients qui ont des lésions importantes des régions frontales et qui peuvent avoir des difficultés de mémoire, mais on ne sait pas pourquoi. Quand je dis qu'on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire que quand on veut mémoriser un événement, il faut d'abord l'encoder, c'est-à-dire le mettre en mémoire, puis le stocker durant un certain temps et éventuellement le récupérer. Et si vous n'êtes plus capable de me dire qu'est-ce que vous avez mangé il y a 2 semaines, est-ce que c'est parce que vous avez oublié cet élément-là, il a disparu, ou est-ce que c'est parce qu'il est toujours en mémoire et vous n'êtes plus capable de le récupérer? J'en sais rien. Et donc chez les patients, c'est ça. Si on a un patient avec une lésion, il est lésé au moment de l'encodage, il est lésé durant le stockage, il est lésé durant la récupération. Donc on n'en sait rien. Et donc ici, on fait de la simulation de lésion, c'est-à-dire qu'on les lèse à un moment X, qui est par exemple l'encodage, et puis au moment où on leur demande de rappeler, ils ne sont plus lésés, on a enlevé la stimulation magnétique, et on essaie de voir la conséquence, et puis on fait pareil durant la récupération.
Et par exemple, ça a permis de valider un modèle, je ne rentre pas dans le détail, qui s'appelle le modèle ERA, qui dit effectivement que pour encoder de l'information, on a besoin de l'hémisphère gauche, et pour le récupérer, on a besoin de l'hémisphère droit. Et ça valide un petit peu ces éléments-là. Donc, on a une validation expérimentale grâce à cette stimulation de modèles de psychologie qui étaient basés pour l'instant sur des lésions cérébrales existantes. Mais on va aller encore un peu plus loin. On va cette fois-ci se poser la question de la manière dont on peut, chez un sujet sain, ne souffrant d'aucune pathologie, eh bien, utiliser ces techniques, puisqu'elles sont non invasives et a priori sans aucune conséquence à long terme. On peut envisager des manières de faire ce qu'on appelle désormais de la neuro-enhancement ou de la neurostimulation, si on le traduit en français. Donc là, il y a à peu près une quinzaine d'études à ce jour, donc je ne vais pas toutes vous les citer, bien sûr. Je vais vous prendre deux exemples, un peu plus précis que l'autre. Donc dans l'exemple dont je vous parle, qui est sorti là, il y a quelques mois, en 2014, donc quelques semaines, pardon, on demande aux personnes de faire une tâche de mémorisation. Donc ils ont une liste de mots à mémoriser, ils doivent mémoriser le plus possible. Et puis, on va, durant cette tâche, deux possibilités. Soit on va stimuler, activer, suractiver avec la stimulation magnétique transcrânienne, des régions qui sont plutôt ventrales, c'est-à-dire sur le plancher du lobe frontal, de l'avant de notre cerveau, ou des régions qu'on va dire dorsales, donc qui sont plutôt sur le haut, sur le plafond de notre cerveau. Donc on stimule soit l'un, soit l'autre, et puis on essaie de voir la conséquence sur le rappel de ces items-là. Et on va constater que ici, chaque plot ici correspond à un sujet, et on voit que sur la vingtaine de sujets, bien massivement, on a quelques améliorations, mais surtout, si je stimule le bas de mon cerveau ici, eh bien, il y a une détérioration de mes performances. Ici, c'est une perturbation. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça m'emmènerait un peu trop loin sur les modèles, mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est l'autre condition, où là, je vais partir sur des régions plus dorsales. Et cette fois-ci, on voit que dans une grande majorité des cas, si je stimule cette région dorsale, eh bien, la conséquence, c'est que j'améliore ma capacité à mémoriser ces items par rapport à d'autres personnes. Donc j'ai une amélioration des capacités mnésiques qui apparaît dans ce type d'études en termes de stimulation. Et puis une autre étude qui est sortie récemment, je n'ai pas réussi à retrouver le papier là, sous la main durant cette semaine, donc je vais juste vous donner de mémoire. C'est une étude qu'on avait examinée, parce qu'on s'intéresse un petit peu au sommeil aussi au sein du laboratoire, et on avait trouvé une étude qui montrait, on sait désormais que le sommeil a un rôle assez intéressant en termes de consolidation de la trace mnésique, c'est-à-dire que quand on dort, eh bien, on dort sur ce qu'on a appris et que le lendemain, on a des performances meilleures que si vous avez empêché la personne de dormir, par exemple. Donc il y a un phénomène de renforcement qui existe de la mémoire durant le sommeil. Eh bien, on sait désormais que si durant certains stades de sommeil, le sommeil lent, celui où vous êtes le sommeil le plus profond, on fait de la stimulation cérébrale profonde, eh bien, on augmente encore l'efficacité de cette consolidation mnésique. Donc on est capable, durant le sommeil, de renforcer l'efficacité des mécanismes de consolidation via de la stimulation périphérique de surface chez un certain nombre de participants. Voilà, donc je vous ai fait un tour assez rapide, hein, je suis désolé, mais l'objectif pour moi, j'avais deux stratégies. L'idée pour moi, c'était d'essayer de vous présenter quelque chose d'assez ouvert sur les principales méthodes en cours d'utilisation. Et donc je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour toute question éventuelle.